Bienvenue à tous et ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV avec une thématique qui concerne tout le monde aujourd'hui, qui fait rêver, qui fait beaucoup parler. Les véhicules autonomes et l'intelligence artificielle. Alors ça patine, ça accélère, on se pose beaucoup de questions. On se demande d'ailleurs quand l'intelligence artificielle dans le secteur automobile atteindra son niveau optimum. On en parle avec nos invités. Philippe Watteau, directeur général de VDCom. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur notre plateau. Guillaume Devauchel est avec nous également. Vous êtes le directeur de l'innovation de Valeo. Bonjour. Soyez le bienvenu. Et en visio, nous avons également, c'est ça la technologie, et vous voyez, l'intelligence artificielle d'une certaine manière. Frédéric Mathis, le directeur général de MIA Group et président de la commission véhicules autonomes de France Autotech. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va revenir vers vous dans quelques instants, c'est vrai, parce que c'est un sujet qui passionne véritablement. Mais je commence avec vous, Philippe Watteau. L'intelligence artificielle, c'est vrai que depuis quelques temps, dans le domaine de l'automobile aussi, c'est vrai que ça revient, c'est un sujet qui fait rêver. Mais ça repart ou pas? Parce que j'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit coup de mou ces derniers temps. Ah, ça ne s'est pas arrêté, ça continue. L'intelligence artificielle, elle est toujours à l'œuvre au niveau des travaux d'innovation. On continue à travailler très en profondeur l'intelligence artificielle, à la fois sur les parties bases de données qui vont nourrir l'intelligence artificielle, mais aussi tous les algorithmes qui constituent l'intelligence artificielle. Et en fait, on est aujourd'hui déjà au point où on est en train de réfléchir à l'homologation des intelligences artificielles qui seront dans les véhicules. Donc vous voyez, on commence déjà à intégrer des notions de certification. Ça veut dire que oui, on continue bien à avancer. Pour bien comprendre et pour être un petit peu en lien avec l'actualité qui nous préoccupe tous, l'homologation, c'est un peu comme un vaccin qui va être validé, qu'on va pouvoir donner à des patients, c'est ça? C'est exactement ça. C'est le tampon qui va dire oui, l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire à date, cette homologation, elle aura lieu quand et on pourra bénéficier finalement de cette intelligence artificielle quand? Alors aujourd'hui, on est en phase de préparation de cette homologation. Donc on a un programme de 12, 18, 24 qui ira jusqu'à 36 mois pour avoir tous les outils absolument les plus complets pour homologuer ce qui va être dans les véhicules et qui va prendre les décisions pour les conducteurs. Ça veut dire qu'en 2023, on nous parlait de 80% de véhicules connectés, Guillaume Devauchel. Est-ce que ça veut dire que ce sera le cas ? Oui, ce sera le cas. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle est déjà partout dans la voiture. Il n'y a pas de caméra avec traitement d'image sans intelligence artificielle. Oui. On reconnaît aujourd'hui les piétons, bien sûr, les piétons qui marchent, mais aussi les intentions des piétons. Donc on est vraiment très très fin avec l'intelligence artificielle. C'est absolument nécessaire. Je vais juste vous donner un chiffre. Pour faire 10 mètres en marche arrière, quand on n'est pas pour garer son véhicule sans être à bord du véhicule. C'est 3 millions d'heures d'ingénieurs, 56 000 pages de spécifications pour un algorithme traditionnel. Ça veut dire 56 000 pages, c'est comme si vous empiliez 5 sur des pages 21-29-7, ça fait une hauteur de 5 étages. Donc vous voyez qu'on ne va pas y arriver, là c'est pour 10 mètres, 20 mètres. Donc si vous voulez faire des centaines de kilomètres avec un véhicule, c'est absolument nécessaire d'avoir de l'intelligence artificielle à bord. Mais la voiture 100% autonome, celle dont on rêve, celle dans laquelle on pourra faire autre chose que conduire, est-ce qu'elle verra le jour? Alors je vais vous surprendre, non. Elle viendra pas le jour 100% autonome, non, mais 100% automatisée, oui. C'est-à-dire, quelle est la différence? La grande différence, c'est que, je prends simplement une situation que tout le monde vit tous les jours. Vous êtes dans une ville, vous avez un camion, une voiture garée en double fil, et vous n'êtes pas autorisé à franchir la ligne continue. Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas une intelligence fut-elle artificielle qui va décider d'enfreindre le code de la route. Et pourtant, vous le faites tous les jours. Dans ce cas-là, le véhicule va comprendre qu'il ne peut pas prendre une décision seul, et donc il va en référer à quelqu'un, donc un opérateur, donc quelqu'un avec qui il est connecté. Et ça, c'est très important. Le véhicule autonome sera connecté ou ne sera pas. Ça, c'est vraiment très important et l'homme sera absolument nécessaire. Un autre exemple tout simple, je ne vois pas aujourd'hui un horizon prévisible, une intelligence artificielle capable de reconnaître un vrai policier en civil avec un petit brassard rouge d'un plaisantin. Qui va prendre cette décision? Le véhicule va reconnaître que la situation est ambiguë et on va référer à quelqu'un. Et donc dans la voiture, au lieu d'avoir simplement un homme derrière le volant, il y aura un homme plus beaucoup d'intelligence dans la voiture, plus une connexion, plus de l'intelligence dans le cloud, plus une personne qui de temps en temps sera sollicitée. Cela veut dire, Frédéric Mathis, on vous retrouve en visio, que ce que décrit très bien d'ailleurs Guillaume Devauchel et ce champ des possibles pour le privé, le 100%, c'est-à-dire de l'humain qui ne conduit pas, ne sera pas envisageable ou possible. En revanche, pour les navettes,
les vôtres notamment. Ça, c'est possible, la totale automatisation ou du 100% sans être humain? Je conserverai le terme d'automatisation parce qu'effectivement, nos navettes autonomes aujourd'hui, par exemple, roulent dans la ville de Vélizy chaque jour, hein, de 7h à 19h. Elles sont autonomes. Néanmoins, on a de la supervision, comme vient de l'expliquer Guillaume de Vauchel, déjà aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on ne se permet pas de franchir une ligne blanche. Donc, si la navette se trouve à l'arrêt derrière un véhicule mal garé, par exemple, on aurait affaire à notre superviseur. Et c'est le superviseur qui donnera l'autorisation à la navette de franchir la ligne. Ça, c'est déjà notre actualité en expérimentation dans la ville de Vélizy. Donc cela veut dire que vous n'avez pas senti ces derniers mois, voire ces dernières années, mais surtout ces derniers mois, Frédéric Mathis, une baisse d'intérêt, voire d'investissement pour l'intelligence artificielle. Je crois savoir qu'il y a eu 60% de baisse des intentions d'investissement des firmes de capital risque dans les véhicules autonomes. Comment vous avez vécu, vous, ces derniers mois? Alors, nous, au niveau des navettes autonomes, parce qu'au niveau des navettes autonomes, donc effectivement, les cas d'usage sont un peu plus simples. C'est-à-dire que, étant donné que la navette passe globalement toujours au même endroit, on va apprendre la zone, on va pouvoir travailler à la zone, gérer les passages à risque. Donc la navette autonome est toujours vivante et même plus que jamais, puisque les événements Covid ont montré qu'il y avait besoin d'un transport à la demande. Et le transport à la demande, finalement, c'est la navette autonome qui y répond le mieux. Il répond le mieux en termes de service, il répond le mieux aussi en termes d'équation économique. Donc non, pas du tout. Alors d'ailleurs, Mila a été lauréat du plan de relance de la filière automobile, hein, pour investir plus de 10 millions d'euros dans l'industrialisation et la massification de nos navettes. Et nous sommes effectivement dans des démarches de levée de fonds qui sont toujours d'actualité, toujours actives. Philippe Watteau, l'intelligence artificielle, alors je le disais tout à l'heure en préambule, ça fait beaucoup rêver. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter aux véhicules, c'est-à-dire en termes de modernisme, d'inventivité, de services dont on ne dispose pas encore aujourd'hui? Je pense que concrètement, ça va être vraiment libérer du temps pour le conducteur dans un maximum de situations. C'est vraiment l'objectif d'accorder du temps libre pour que le conducteur puisse faire autre chose. Ça implique quand même un certain nombre de choses parce que, comme le disait à l'instant Guillaume, effectivement, oui, il y a des moments, il y a des situations qui vont impliquer, qui vont nécessiter que la décision soit prise ou la situation soit perçue par le conducteur. Et ça amène beaucoup de travaux en termes cognitifs, en termes d'ergonomie, parce qu'en fonction de l'activité que vous faites, vous n'avez pas le même temps de disponibilité de réaction. Oui. Si vous êtes en train de faire un SMS ou si vous regardez un film, ce n'est pas exactement la même charge cognitive. Et donc, il y a tout un ensemble de travaux qui visent à mesurer le temps, par exemple, que vous devez avoir avant que le véhicule vous prévienne d'une situation qui est à risque. Et on mesure des écarts assez importants entre le type d'activité, aussi le type de personne qui est au volant. Il faudra un peu personnaliser le véhicule aussi au conducteur qui sera derrière le volant pour apprécier le moment le plus opportun pour le sortir de son activité et lui faire prendre la bonne décision. Car aussi un autre facteur, c'est la complexité de la décision qui va être à prendre et donc la complexité de la situation. Parce que par définition, si le véhicule considère qu'il ne peut pas décider tout seul, c'est quand même un certain degré de complexité, voire de dangerosité. Exactement, la complexité, la dangerosité et donc la sécurité. Ça, c'est quand même un point particulièrement important, voire crucial, Guillaume de Vauchel. Donc, est-ce qu'on peut avoir 100% sécurité ou risque zéro quand on sera dans une voiture connectée, optimale? Alors, le risque zéro n'existe pas. Voilà. Par contre, aujourd'hui, il y a plus d'1 million de morts sur les routes dans le monde entier. C'est inacceptable. Et le véhicule autonome ou automatisé, ou même partiellement, va, au fur et à mesure, éliminer l'ensemble des cas les plus critiques, les plus importants. Par exemple, aux États-Unis, la caméra de recul est indispensable parce qu'il y a des gros pick-up, on ne voit pas ce qui se passe à l'arrière. On voit que dès 2023-2024, toujours pour ces manœuvres de recul qui peuvent paraître simples, il y aura donc un freinage d'urgence en marche arrière. La caméra avant, donc le freinage d'urgence sur piéton, est déjà obligatoire. Donc toutes ces petites séquences, quand on dit que le véhicule autonome n'existe pas, il existe. Mais comme le disait Philippe, sur des séquences, dans ce qu'on appelle les domaines d'opération, qui sont très courtes aujourd'hui, mais qui sont vitales.
Aujourd'hui, quand vous freinez et que vous avez un freinage d'urgence, c'est l'ABS et l'ESP qui décident à votre place. Quand vous avez un piéton qui traverse devant vous, la machine réagit beaucoup plus vite que vous. Et c'est quelques secondes qui sont finalement essentielles, puisque c'est les secondes qui vous permettent d'éviter l'accident, sont déjà confiées à de l'électronique et à l'intelligence artificielle. Vous vouliez ajouter quelque chose sur la sécurité, Philippe Bateau? Ouais, je pense que c'est vraiment un point très important en termes d'acceptabilité, hein, parce qu'il y a vraiment un point important pour les parties, à la fois pour les usagers du véhicule, mais aussi pour l'environnement, les cyclistes, les piétons, que d'être absolument certain que les intelligences artificielles qui sont embarquées dans les véhicules sont parfaites en termes de sécurité. Je fais juste une petite digression et je vous cède la parole. 3 Français sur 10 se projettent dans l'intelligence artificielle à bord d'une voiture. 52% l'estiment fiable. 52%. C'est bien? C'est un bon score. Ouais. Et c'est un score qui est en train de progresser. Effectivement, et c'est un des domaines importants au niveau du gouvernement, d'Anne-Marie Idrac sur la stratégie nationale véhicule autonome. Il n'y a pas que la technologie. Oui, il y a la technologie progresse, la technologie délivre, mais il y a aussi tous les critères humains. Est-ce que moi, en tant que citoyen, en tant que personne, je suis prêt à accepter ces prises de décision quand je suis dans le véhicule, mais aussi quand je suis dans l'environnement du véhicule. Ouais. Donc l'acceptabilité, c'est un point clé. Sur la partie sécurité, pour y rester encore quelques secondes, j'aimerais vous entendre, Frédéric Mathis, que ce soit d'ailleurs pour des véhicules de service, mais aussi pour des véhicules privés. C'est un point important, même dans le cadre de MIA, qui revient souvent sur la table, sur lequel vous travaillez concrètement. C'est un point essentiel, donc on y travaille concrètement à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau finalement des bases véhicules pour, quelle que soit la situation, être capable de freiner, être capable d'éviter un obstacle. Donc c'est tout un tas de solutions avec des redondances de multicapteurs. Le chemin donc n'est pas fini. Aujourd'hui, on est en train de faire certifier nos calculateurs avec des niveaux de défaillance de 1 10 puissance moins 12. Donc, vous voyez, des niveaux de défaillance extrêmement faibles. C'est vraiment l'actualité. Et puis, vous parliez d'acceptabilité. Au niveau de, par exemple, la navette Mila à Vélizy, donc ça fait 1 an de roulage, 200 personnes par jour. On fait des enquêtes quotidiennes. L'acceptabilité est très bonne, à la fois au niveau des usagers de la route. Hein. Au début, bon, il a fallu un peu expliquer, mais il y a beaucoup d'usagers de la route lors de nos roulages, hein. Et puis également l'acceptabilité des gens qui prennent la navette. Donc là, on a des enquêtes où très vite, j'allais dire, l'essayer, c'est l'adopter. Donc assez facilement, les gens acceptent. Maintenant, il faut continuer à travailler, sachant qu'on va limiter certains cas d'usage, hein, malgré tout, puisque la sécurité first. Donc, on peut limiter les vitesses d'exploitation, on peut se mettre dans des situations où on va, s'il y a des zones à risque, générer de l'infrastructure spécifique pour ne pas prendre le risque. Et comme je le disais tout à l'heure, de la supervision. Donc aujourd'hui, on a une personne qui supervise, qui est en mesure de superviser 10 navettes à la fois. On continue à travailler ce sujet parce que finalement, là, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas le conducteur qui doit reprendre la main, mais c'est cette personne. Donc il y a des travaux sur sa charge cognitive, sur simplifier ses accès pour qu'il puisse prendre la bonne décision. Est-ce que ça veut dire, parce que je vous écoute, une seule personne qui peut, si j'ai bien compris, diriger et piloter donc 10 navettes, ça veut dire moins d'emplois de conducteurs? Non, alors c'est pas. Alors, déjà, il ne conduit pas la navette, hein. Son but, c'est d'intervenir dans les cas d'urgence. Donc en fait, au niveau des conducteurs, c'est pas le même métier, c'est-à-dire qu'on va avoir des superviseurs à la place de conducteurs, mais surtout le but, c'est de mettre beaucoup plus de navettes autonomes à la route que ce qu'il y a de bus aujourd'hui, puisque le but, c'est d'avoir un maximum de services. Donc, en fait, de proposer des solutions de mobilité dans des zones où il n'y en a pas aujourd'hui. Par exemple, il n'y a pas que les villes, hein. Les zones rurales sont extrêmement demandeuses de navettes autonomes. C'est d'avoir des plages d'utilisation aussi de la navette autonome. Tout le monde connaît les heures creuses. La navette autonome à la demande, elle permet d'éliminer ces heures creuses. Donc au global, c'est certainement pas moins d'emplois, c'est plutôt plus d'emplois. Plus d'emplois, on l'a noté et on a compris aussi à vous écouter tous les trois que l'intelligence artificielle, en tout cas dans le domaine des véhicules,
c'est inéluctable. Vous vouliez ajouter quelque chose peut-être sur les propos de Frédéric Matisse? Oui, absolument, sur la sécurité. Ouais. Donc, Frédéric a évoqué le 10-12, donc pour ceux qui ne sont pas ingénieurs. En fait, l'industrie vise, donc 10-12 pour un calculateur, ça fait 10-9 au niveau du véhicule. Alors 10-9, c'est moins d'un incident par milliard d'heures. Alors, ça ne parle pas non plus, mais en France, on fait à peu près 600 milliards de kilomètres par an. Donc ça veut dire, bon, si vous mettez 60 km/h de moyenne pour simplifier, 10 cas critiques par an en France. 10 cas critiques, ce n'est pas le zéro défaut, mais c'est à comparer aux 3000 et quelques morts, et je ne parle pas du très grand nombre d'accidents. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux que l'homme. Hein, le maillon faible dans la conduite, ce n'est pas la mécanique, ce n'est pas l'électronique, c'est l'homme. Et en aidant l'homme avec des dispositifs d'automatisation ou d'automatisation ou d'assistance tout simplement, on diminue complètement cette probabilité d'accident. Et ça, c'est vraiment très important, c'est une vraie valeur sociétale. C'est pas une très bonne publicité ce que je vais dire pour la voiture automatisée, en tout cas pour l'intelligence artificielle et la voiture connectée, mais c'est du cinéma. C'est un film. Vous l'avez peut-être vu, ce film s'appelle À fond. C'était il y a 2-3 ans avec José Garcia. Il monte dans sa voiture, il part sur le chemin des vacances avec toute sa famille. La voiture, évidemment, elle est totalement connectée, sauf qu'il en perd totalement le contrôle. C'est la voiture qui continue d'accélérer et d'accélérer de plus en plus vite. En fait, il ne peut diriger que le volant. Ça, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Donc ça fait partie des fantasmes. Mais c'est du cinéma. Mais on n'est parfois pas loin de la vérité quand même. Mais c'est bien. Rappelez-vous, alors, on ne l'a pas connu, personne ne l'a connu ici, il fallait un groom pour les ascenseurs, parce que les gens avaient peur de prendre l'ascenseur. Très juste. Les voitures, au départ, les toutes premières voitures automobiles, il fallait quelqu'un devant avec un petit drapeau rouge. Il n'y a pas si longtemps, le régulateur de vitesse posait question. L'ABS, rappelez-vous les articles de journaux où on confrontait un calculateur ABS au pilote de Formule 1 pour savoir qui freinait le plus court. Et aujourd'hui, 100% des véhicules sont équipés d'ABS et ça n'interroge plus personne. C'est comme Internet, les réseaux sociaux et toute l'évolution technologique que l'on a connue. On vit avec son temps, évidemment. Il y a une évolution inéluctable, Philippe Bateau. Oui, je pense qu'il faut vraiment se projeter dans l'avenir. Ce qu'a dit Frédéric est très important à l'instant. On redonne de la mobilité avec ces nouvelles solutions. Un exemple, on a dans le cadre d'un projet financé par l'ADEME, on redonne de la mobilité sur des lignes SNCF qui étaient désaffectées, des TER qui ne sont plus rentables, ça coûte trop cher, et on les transforme en route avec des véhicules automatisés. On fait ça avec la SNCF, avec PSA, c'est Nantes-Carquefou. Et là, finalement, c'est très intéressant parce qu'on a déjà les trajets qui sont identifiés. Il y a déjà les gares, il y a déjà un certain nombre d'habitudes. Et finalement, on va redonner la mobilité à la population avec des solutions qui sont plus économiques, plus souples et plus modernes. Et les robots-taxis? Où en est-on sur les robots-taxis? Vous avez des éléments de réponse? Les robots-taxis, aujourd'hui, on a des expérimentations aussi sur Paris-Saclay. Avec un robot-taxi dans le cadre d'une expérimentation, avec Renault, avec Transdev, où on a une Zoé Cab, qu'on peut considérer comme un robot-taxi et qui effectivement délivre un service de robot-taxi autonome de nuit sur le site de Paris-Saclay. Donc qui existe aujourd'hui, oui. Véritablement, et qui pourrait donc être amené à se développer? On va voir en fonction des retours. Là aussi, on tombe sur les usages. Il y a la technologie, il y a les véhicules. Il faut que ça corresponde bien aux besoins, aux usages. Mais effectivement, il y a des demandes pour ce type de service de nuit. C'est un marché qui pourrait vous intéresser, Frédéric Matisse, ça, le service de robotaxi et l'instauration de ce genre de programme? Oui, alors on va dire qu'entre il y a nécessairement des différences entre les navettes autonomes et les robotaxis, en fait. Nous, notre navette Milapod transporte 6 personnes, donc on pourrait l'appeler aussi robotaxi. La différence en fait officielle, c'est qu'un robotaxi à terme est censé pouvoir passer un peu partout. C'était, j'allais dire, un peu l'utopie de Google ou d'Uber. Donc aujourd'hui, les développements, les recherches sont encore en cours. Je ne suis pas sûr qu'on est capable de faire du robotaxi au sens Uber avant longtemps. Donc finalement, la navette autonome, c'est quand même une sorte de robotaxi. La différence, c'est qu'elle ne promet pas de passer partout. Elle permet de passer, elle promet de passer sur un certain nombre de parcours connus. Ça ne veut pas dire un seul parcours. Par exemple, à Vélizy, en fonction de l'endroit où se trouvent les personnes qui nous ont appelés, on va passer par un parcours 1 ou un parcours 2 ou un parcours 3. Mais ce n'est pas sur une infinité de parcours.
Donc je pense qu'il y a plutôt des beaux jours pour les navettes autonomes pendant encore longtemps avant qu'on voit arriver des robotaxis au sens strict qui passeraient absolument partout sans avoir reconnu le terrain. Et des beaux jours pour le développement de l'intelligence artificielle, qui donc accélère, pour répondre à la question qui était posée au début de cette émission. C'est le moins que l'on puisse dire. Merci de nous avoir accompagnés, en plus avec le soutien de l'Union européenne, ça c'est important. Les pays européens aussi travaillent énormément sur les véhicules autonomes, donc finalement on est dans une synergie qui est très intéressante. Merci Philippe Watteau, merci. Guillaume Devauchel et merci à Frédéric Mathis en visio. On se retrouve évidemment très vite pour d'autres thématiques, d'autres émissions sur Mobility TV.